Je vais te présenter et puis mettre un peu le contexte juste de la présentation pour les étudiants du DU et les autres personnes qui sont connectées. Donc, bonjour à ceux que je n'ai pas vu encore. Moi, je suis le docteur Sophie Nambeau et Patrick Benoussiglio, il est généticien à la Petite Salpêtrière et il a mis en place dans son service ce qu'on appelle du mainstreaming. C'est la prescription d'analyse génétique constitutionnelle par les oncologues des gènes BRCA1 et BRCA2, notamment à visée thérapeutique ou thérapeutique, parce que maintenant, il y a des nouveaux traitements ciblés qui sont sortis pour le cancer du sein et de l'ovaire, notamment, qui fonctionnent d'autant mieux quand il y a une altération du gène BRCA1 ou BRCA2. Et devant l'extension des indications de ce type de traitement et le nombre important de patients que ça concerne, il y a beaucoup d'équipes qui se sont dit que ce serait bien de déléguer la prescription d'analyse génétique constitutionnelle, ou en tout cas que ce serait à essayer. On a des néphrologues dans la salle qui prescrivent déjà des analyses génétiques constitutionnelles, donc ils sont sensibilisés à ça. Mais on va voir comment tu as mis tout ça en place dans ton service. Et puis, on pourra faire aussi un petit retour de notre expérience à Dijon, qui est préparée, toute débutante. Mais voilà, je te laisse la parole. Vous voyez l'écran? Oui. Ok. Merci pour cette présentation. Voilà, ce que tu dis sur le néphrologue illustre bien la diversité des pratiques en génétique et le fait que ce que je vais dire de manière purement descriptive, que l'oncogénétique reste assez conservatrice dans ces pratiques et que ça peut être un frein à une bonne prise en charge des patients compte tenu de l'évolution des connaissances et des possibilités thérapeutiques. Donc si jamais il y a des problèmes techniques, vous m'interrompez. Donc j'ai des conflits d'intérêts notamment avec AstraZeneca et MSD qui commercialisent l'olaparib, qui est justement le médicament qui est efficace chez les porteurs et porteuses de variants pathogènes BRCA. Et justement, l'identification de ces variants à visée thérapeutique sera un peu le cœur de cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est le mainstreaming? C'est l'intégration des analyses génétiques constitutionnelles à la prise en charge de routine. Et en France, en oncogénétique, à PHP Sorbonne, on a été pionnier. D'où l'intérêt d'intervenir ce soir. On va parler d'ADN constitutionnel, donc l'ADN du patient tel qu'il est dans toutes ses cellules, dans les cellules normales non tumorales et de l'identification éventuelle d'un variant pathogène constitutionnel qui prédisposerait au cancer. Donc, je n'utiliserai pas le terme mutation, je dirais variant pathogène ou alors VP pour aller plus vite. Et là, on va se concentrer sur le mainstreaming chez les patientes avec cancer du sein quand les tests génétiques ont un intérêt theranostique. Sachant que les circuits, et je vous dirai quelques mots à la fin, sont adaptables à d'autres contextes. Donc, avant de parler des circuits, on va parler 10 minutes des prédispositions génétiques au cancer du sein et de l'ovaire. Je ne sais pas si vous avez eu de l'enseignement, mais c'est important de faire un rappel pour que le reste soit parfaitement clair. Et je vous présente une patiente de 39 ans qu'on va appeler Angélique, qui a un nouveau diagnostic de cancer du sein triple négatif, c'est-à-dire qu'il est négatif pour les récepteurs à l'œstrogène, à la progestérone et à la protéine HER2, au récepteur HER2. Elle a une histoire familiale de cancer de l'ovaire et c'est dans ce contexte qu'elle est adressée en consultation d'oncogénétique. Voici son arbre. Elle est là, 39 ans, cancer du sein triple négatif. Et vous voyez dans la branche paternelle un cancer de l'ovaire chez une tante jeune à 51 ans. Et c'est donc un contexte évocateur de prédisposition. Donc là, vraiment, son cancer jeune, le cancer de l'ovaire de sa tante, suggère une prédisposition. Quelques mots sur les prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire. Il faut vous rappeler avant tout que le cancer du sein est une maladie fréquente, qu'une femme sur 8 va en développer un durant sa vie, que l'âge médian est de 62 ans et que une minorité est d'origine génétique, donc liée à un variant pathogène constitutionnel, environ 3% des cancers du sein. Quelques mots sur le cancer de l'ovaire, qui est plus rare, il touche environ une femme sur 60, et là, on est à 10 à 15% d'origine génétique. Et les gènes majeurs de prédisposition au cancer du sein le sont aussi pour le cancer de l'ovaire. Comme le suggère, l'illustre le cas d'Angélique, le jeune âge au diagnostic
et l'histoire familiale sont suggestifs d'une prédisposition. Ils nous mettent un peu sur la piste d'une prédisposition. Le phénotype triple négatif l'est aussi. On sait que la majorité des cancers survenant, on sait qu'une proportion importante des cancers survenant dans un contexte génétique est de phénotype triple négatif. J'aurais pu vous présenter une patiente avec cancer de l'ovaire, par exemple Colette, 53 ans, donc relativement jeune pour faire un cancer de l'ovaire séreux de haut grade, qui est le type le plus fréquent, et qui aurait pu être adressé également en fonction uniquement de son historique à elle. Pour l'ovaire, le jeune âge, relativement jeune âge, évocateur d'une prédisposition, le type séreux de haut grade l'est aussi. Là, on est vraiment dans des histoires qui nous mettent sur la piste d'une prédisposition génétique. Les principaux gènes de prédisposition au cancer du sein de l'ovaire sont BRCA1 et BRCA2, qui sont des gènes suppresseurs de tumeurs, qui sont des gènes de réparation des défauts de recombinaison homologue de l'ADN, le système HRD. La transmission est toujours autosomique dominante, donc les hétérozygotes sont à risque de cancer. Donc on est porteur d'un variant pathogène à l'état hétérozygote, et dans la tumeur, il y a une inactivation de l'allèle sauvage via le mécanisme des deux événements. Et dans la tumeur, on peut mettre en évidence, via des tests de biologie moléculaire, ces défauts de recombinaison homologue. Il y a d'autres gènes de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, PALB2 par exemple, et un gène qui s'appelle TP53, dont vous avez probablement entendu parler, qui lui est impliqué dans une multitude de cancers chez les personnes jeunes. Donc on complète les informations sur ces deux gènes BRCA. Donc je vous ai dit 3% des cancers du sein liés à des prédispositions, ce qui nous mettait sur la piste. Maintenant, la réciproque, quand on est porteur BRCA, quel est le risque de cancer du sein et de l'ovaire? Risque de cancer du sein, vous avez deux courbes de pénétrance d'incidence cumulée. Vous voyez que le risque cumulé est de l'ordre de 70% à l'âge de 80 ans et que le risque commence à 25 ans. Il augmente plus vite pour BRCA1 que pour BRCA2. Risque de cancer de l'ovaire, il est moindre, 40% BRCA1, 20% pour BRCA2, avec un âge de début qui est beaucoup plus précoce pour BRCA1, le risque apparaissant à 40 ans alors qu'il apparaît à 50 ans pour BRCA2. Donc on est comme souvent en oncogénétique avec des pénétrances incomplètes, donc des risques de cancer qui sont pas de 100%. On a donc des porteurs qui restent, des porteuses en l'occurrence, qui restent indemnes toute une vie. Il y a d'autres cancers liés au gène BRCA, le cancer du sein chez l'homme, avec un risque qui est bien moindre que 5%, un risque de cancer du pancréas entre 3 à 8%. Et pour BRCA2, les hommes sont à risque de cancer de la prostate, plutôt des cancers de haut grade, ou alors de stade avancé, c'est-à-dire de grande taille, et qui récidivent plus facilement. Donc cette jeune femme a été adressée, on lui fait un conseil génétique, un consentement éclairé est signé, on la prélève. Et puis, quelques semaines après, on lui apprend qu'elle est porteuse d'un variant pathogène BRCA2. Et là, quelles sont les implications d'être porteuse? La première, et c'est ce qu'on met en avant aujourd'hui, ce qu'on n'aurait certainement pas mis en avant il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est qu'on pourra adapter le traitement. Deuxième implication, elle doit informer la famille, là c'est l'obligation légale que vous connaissez, pour que les porteurs identifiés par la suite aient une prise en charge personnalisée et adaptée. Donc l'adaptation du traitement en fonction du variant pathogène, sur la base du variant pathogène, c'est ce qu'on appelle les médicaments inhibiteurs de la poly-ADP-ribose, les anti-PARP, qui ne sont efficaces que dans des cellules qui sont déficientes pour BRCA. Et donc, ils sont utilisés, les anti-PARP, dans le cancer du sein, de l'ovaire, de la prostate et du pancréas lié à BRCA. Et puis, on va se concentrer directement sur le panel D. Vous avez une cellule cancéreuse avec des lésions de l'ADN. Elle est déficiente en BRCA, donc il n'y a pas de recombinaison homologue. Et puis, avec les anti-PARP, on attaque un mécanisme alternatif de réparation. On inactive donc le mécanisme de réparation via les PARP. A l'inverse, une cellule BRCA compétente, si on attaque le PARP avec les anti-PARP, les lésions peuvent toujours être réparées et donc la cellule cancéreuse survit.
Et donc, le médicament utilisé et reconnu dans le cancer du sein pour les porteuses BRCA, c'est un médicament qu'on appelle olaparib. Et puis, l'intérêt de l'olaparib, il est là illustré par 2 diapositives. Là, on va parler de données d'essais cliniques. La survie sans progression pour une porteuse qui reçoit l'olaparib en traitement adjuvant, donc une patiente opérée, chimiothérapie, et on sait que l'olaparib donné en plus de tout ça lui est bénéfique, avec un hazard ratio pour la survie sans progression de 0,58. On a des données plus récentes avec une survie globale qui est améliorée, olaparib en adjuvant chez une porteuse versus placebo, avec un hazard ratio qui est ici de 0,61. On reviendra maintenant sur dans quelle mesure l'intérêt theranostique change notre pratique. On va s'attarder un peu maintenant sur les implications pour la prise en charge d'être porteuse BRCA1, BRCA2. Donc là, par exemple, elle est porteuse, la famille se fait tester, la sœur, le père, 7 ans de son porteur est porteuse. Prise en charge des porteurs, gestion du risque de cancer du sein, dépistage renforcé avec IRM dès 25-30 ans, à laquelle on ajoute la mammographie à 30 ans. Dépistage du cancer de la prostate chez les hommes avec un dosage du PSA. Donc là, on est dans les mesures de dépistage. Passons maintenant aux mesures de prévention ou de réduction de risque, c'est-à-dire la chirurgie. Donc le dépistage permet de trouver le cancer à un stade précoce. La prévention permet d'empêcher la survenue de cancer ou de réduire fortement le risque qu'il survienne. On propose aux femmes une mastectomie prophylactique et on recommande dès 40 ou 45 ans une annexectomie prophylactique. Et donc là, le cas que je vous ai montré était une femme qui avait une histoire évocatrice, mais maintenant, si un intérêt thérapeutique, finalement, il faut tester tout le monde. L'âge, le phénotype, l'histoire familiale augmentent la probabilité de trouver quelque chose, mais en fait, on ne peut jamais exclure une probabilité. Même une femme de 60 ans qui a un cancer RH+, sans histoire familiale, on n'est pas sûr qu'elle n'est pas porteuse. Ou alors, on dire les choses différemment, elle pourrait être porteuse, c'est peu probable, mais elle pourrait l'être. Et donc, comme il y a un intérêt thérapeutique, il faut tester toutes les patientes éligibles. Toutes les patientes qui pourraient recevoir de l'olaparib, elles doivent être testées. Et c'est là qu'on va arriver gentiment dans le sujet du mainstreaming. Les circuits traditionnels de tests génétiques constitutionnels sont peu adaptés à ce contexte. Quels sont les circuits traditionnels? Eh bien, les femmes, historiquement, étaient adressées en constitution oncogénétique par une équipe experte. On fait un recueil détaillé d'informations, on fait un conseil génétique, on fait la prise de sang, et ces circuits ont été développés justement pour les contextes évocateurs, les femmes chez qui on avait une probabilité de 5 à 10% au minimum de trouver quelque chose. Alors que là, on parle de tester quasiment tout le monde. Les consultations sont déjà très chargées. Il n'y a pas de disponibilité pour ces indications. Il n'y a pas de disponibilité pour tester tout le monde. Comme il y a un intérêt thérapeutique, il faut les voir et les tester rapidement, rendre les résultats rapidement. Et puis aussi, quelque chose qui me semble assez important, peut-être qu'on ne mentionne pas assez souvent, c'est que la patiente, elle est opérée, elle a de la chimio, elle a de la radiothérapie, elle est affectée par le diagnostic, par les traitements. C'est peut-être pas mal de ne pas alourdir son parcours. C'est peut-être pas mal que tout soit fait par son oncologue sans qu'elle doive aller voir une autre équipe parfois sur un autre site géographique. Donc les circuits traditionnels sont basés sur une organisation qui est assez remarquable, qui a quasiment une trentaine d'années, l'organisation de l'oncogénétique en France avec vraiment un quadrillage de tout le territoire, un réseau, où finalement on fait le conseil génétique, on rend les résultats, on prescrit les tests génétiques. Et donc ça, c'est les consultations classiques. Donc encore une fois, patients sélectionnés, ça a été développé pour des patients sélectionnés pour un nombre fini de patients, un nombre limité chez qui on avait une suspicion. Donc, circuit traditionnel pour des patients sélectionnés, ce magnifique réseau français d'oncogénétique, theranostic porteuse BRCA, il faut tester beaucoup de monde. Le réseau existant
Les consultations existantes auraient du mal à les absorber. En tout cas, nous, on n'arrivait pas. On a donc mis en place le mainstreaming et l'intégration des tests génétiques constite à la prise en charge de routine. Donc, dans ce contexte-là, ce qui était vraiment nouveau en oncogénétique, c'est que l'analyse, quand l'intérêt est theranostique, elle est prescrite directement par le gynécologue ou par l'oncologue sans passer par la consultation. En revanche, il y a un partenariat étroit avec l'équipe d'oncogénétique clinique et le laboratoire. Le mainstreaming a un concept qui est jeune, qui a environ 10 ans. Il est né au Royaume-Uni en 2013 et à l'époque, il était mis en place chez les patients avec cancer séreux de haut grade de l'ovaire parce qu'on se rendait compte là que 10 à 15% de ces femmes-là avaient un variant pathogène, donc finalement, il fallait toutes les tester. Et rien qu'à cause de ça, il fallait des circuits de démocratisation et de généralisation des tests génétiques. Et là, ce que les Anglais ont montré assez vite, c'est que comparé au circuit traditionnel, où on réfère la patiente en consultation, il y a le délai pour la consultation génétique, le résultat est rendu en génétique, il est transmis aux oncologues, versus un test qui est fait dans le cadre du soin, et ben les délais de rendu, d'analyse et de rendu de résultats passaient de 20 à 4 semaines. Ça, c'est généralisé au Royaume-Uni. Et ici, il montre que grâce au mainstreaming, eh ben, on teste, ici vous voyez l'évolution du nombre de patients testés par mois dans la région de Manchester. On passe de 2,3 à 20. Et puis on ne teste pas pour rien, parce qu'on identifie beaucoup plus de patients chaque mois. On passe de 0,8 à quasiment 4. Donc on teste vraiment pour quelque chose. Et que si on n'avait pas ces circuits, s'ils n'avaient pas eu ces circuits, eh ben, les porteuses n'auraient pas été identifiées avec toutes les pertes de chance que ça peut impliquer. Ça a été très vite généralisé pour toutes les patientes avec cancer du sein et de l'ovaire pour lesquelles les analyses étaient indiquées. Les Hollandais ont fait pareil à partir, je pense, de 2015-2016. Et là, ils ont étudié comment c'était vécu par les professionnels de santé impliqués et par les patientes. Ils ont montré que pour les cliniciens impliqués, donc les oncologues et les gynécos, à qui on demandait de prescrire des tests génétiques, eh ben, ils étaient à l'aise avec la prescription du test génétique. Dès le début, la mise en place des circuits et 6 mois après, qu'ils comprenaient bien les avantages et les inconvénients du test génétique, 80% à la mise en place, 100% après, et qu'ils comprenaient l'importance du test génétique pour la patiente et pour la famille, avec des taux de 100% après 6 mois. Comment est-ce vécu par les patientes? C'est bien vécu. On a des scores psychosociaux d'anxiété, de détresse, de dépression qui sont excellents au début, au moment du test et après. Donc en tout cas, l'évaluation psychosociale est très rassurante pour ces femmes-là. Il y a des équipes australiennes qui ont une approche plus sociologique et qui sont en train de démontrer à quel point finalement de démystifier le test génétique, faciliter la vie des patientes et était plutôt rassurant. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on pouvait imaginer traditionnellement. Comment ça fonctionne chez nous? Donc encore une fois, quand il y a un intérêt theranostique du test génétique constitutionnel, l'oncologue, le gynéco l'a prescrit. Il rend le résultat quelques semaines après. Nous, on est en soutien. Si un variant pathogène est identifié, évidemment, la patiente nous est adressée. De la même manière, si elle est demandeuse à tout moment de la démarche, ou alors si l'histoire est particulièrement lourde, femme de moins de 30 ans, grosse histoire familiale, la patiente peut nous être adressée. Soit avant le test par l'oncologue, soit alors l'oncologue prescrit le test, et puis avant le résultat, il nous l'adresse. Les porteuses de mutations, de variants pathogènes, on les reçoit. On parle des implications personnelles en termes de dépistage, de réduction de risque, la mise en place du suivi à long terme propre au risque génétique. On insiste bien sur l'obligation d'informer la parentèle et puis on procède au prélèvement de confirmation. Notre circuit traditionnel, il est toujours disponible. Si un oncologue ne veut pas prescrire, il nous envoie la patiente. On a des circuits un peu rapides et on essaye de la recevoir. On la reçoit, plus précisément. La mise en place implique qu'il y ait des oncologues et des gynécos qui soient prêts à le faire, qui soient demandeurs du mainstreaming. Ce qu'ils nous disent, c'est que clairement, ça leur prend un peu de temps en consultation, environ 20 minutes,
pour faire un conseil génétique est clairement un conseil génétique simplifié. Et tout ce qui est papier, consentement, remise du consentement, signature du consentement, remise de la note d'info et prescription du test. En parallèle, ils n'ont pas à faire une demande, à attendre la consultation, à attendre le résultat, à pister le résultat. Ce qui arrive quand ça passe par nous. Donc, ça prend du temps en consultation, mais en contrepartie, ils gagnent du temps ailleurs. Et puis, il faut une équipe d'oncogénétique qui soit motivée, réactive, et qui soit vraiment là en permanence pour répondre aux questionnements. Ça marche bien quand c'est lancé officiellement en RCP. Donc, ce qu'on fait, par exemple, c'est on va au staff d'oncogynécologie, on fait un rappel de 10 minutes de génétique, comme ce que je vous ai fait ici. On décrit le fonctionnement des circuits, et puis après, on met en place le mainstreaming. On fait une formation des prescripteurs, alors qui est peut-être perfectible, je vous dirai quelques mots à la fin. Avec une vidéo d'e-learning, on a mis une vidéo sur Loom qui dure environ 18 minutes. Et puis, ça passe aussi par des échanges réguliers, informels, téléphone, email, staff, où on peut parler des cas particuliers, ou alors remettre à jour un peu les connaissances de nos partenaires. Tout prescripteur, oncologue, gynécologue signe une charte de bonne pratique. Et puis après, une fois qu'il la signe, la voici, il est enregistré chez nous et au laboratoire comme prescripteur agréé. Donc il dit qu'il a vu de la vidéo, qu'il prescrira les tests, qu'il informera bien les patientes, qu'il leur fera signer le consentement, qu'il leur remettra la note d'info, et puis que tout sera bien documenté dans le dossier médical. On a des documents dédiés qu'on a fait nous, note d'info pour les patientes et un formulaire de consentement éclairé. Alors, donc ça c'est pour le mainstreaming tel qu'il est fait. Les gènes d'intérêt theranostique sont vraiment BRCA1, BRCA2 aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura d'autres après, peut-être que les autres gènes le seront aussi. Donc, une question qu'on me pose, peut-être que c'est, en tout cas que les oncologues et les généticiens posent beaucoup, c'est mais finalement, les gènes d'intérêt theranostique, c'est BRCA1, BRCA2, mais quand on teste des patientes pour une prédisposition, on teste tout un panel de gènes. Alors, quel que soit le contexte, nous on teste tous les gènes, au-delà des gènes d'intérêt theranostique. Donc, s'il y a quelque chose ailleurs, les patientes et les prescripteurs le sauront. Les généticiens s'inquiètent et des variants de signification inconnus. Ils disent, mais est-ce que les oncologues, les gynécos savent gérer ces variants? C'est une discussion au cas par cas entre le laboratoire, nous, et les oncologues, de ces VSI. Et en général, ça se passe plutôt bien. Et le plus souvent, en tout cas pour BRCA, les variants, les VSI sont vraiment banalisés. Alors nous, encore une fois, on fait du constit d'emblée parce que le médicament est reconnu pour les porteuses de variants pathogènes. Il y a des équipes qui passent par une étape intermédiaire, ils font une analyse tumorale et ils disent finalement, on n'a pas de réserve quant à la prescription du test tumoral par un non-oncogénéticien. Et puis, s'il y a quelque chose en tumoral, après, on adresse la patiente en oncogénétique. Parce que pour BRCA, 3/4 des variants tumoraux sont des variants à la base constitutionnels qu'on retrouve dans la tumeur. Seulement 1 fois sur 4 sont des variants acquis par la tumeur. Maintenant, alors ça marche pour certains, nous on ne veut pas passer par là. Encore une fois, le médicament est reconnu pour les porteuses, pas pour des variants tumoraux. C'est comme ça, les essais ont été faits ainsi. Si on fait du tumoral, il faut quand même informer les patients. On va tester la tumeur, mais ça pourrait mettre en évidence quelque chose de sous-jacent. Pour le laboratoire, ça ne change rien, c'est autant de travail. Et puis, on ajoute une étape anapath, d'extraction d'ADN d'un bloc anapath. S'il y a quelque chose dans la tumeur, et après, les patientes, faut les envoyer chez nous et regarder si le variant est d'origine constitutionnelle. Et puis, malgré ce qu'on me dit, la sensibilité est probablement, enfin, elle est moindre. Il y a des très bons labos qui disent qu'elle est proche de 100%, qu'elle est quasiment équivalente. Moi, je suis un tout petit peu sceptique. Je pense que globalement, avec le tumoral, on n'est pas aussi sensible et on peut rater des variants des gènes BRCA et dans d'autres contextes, d'autres gènes. Ça marche, le mainstreaming, quand il y a une bonne entente, un dialogue permanent avec les prescripteurs mainstreaming et l'équipe d'oncogénétique. Et puis aussi, un bon dynamisme en oncogénétique et une bonne entente entre le laboratoire et la clinique.
Je vous ai parlé du sein theranostique. Pour le pancréas, une partie des cancers du pancréas sont liés à BRCA1, BRCA2. Il y a un intérêt theranostique aussi des analyses, parce que les porteurs, comme pour le sein, peuvent bénéficier de la PARIB pour les cancers métastatiques ou localement avancés. On a des circuits identiques avec les oncologues digestifs à la Pitié-Salpêtrière. Et puis maintenant, si on sort du theranostique, donc on boucle un peu la boucle de ce que je vous ai montré, bien avant les circuits théranostiques, on avait déjà fait du mainstreaming. On en fait depuis 2019. Et à la base, on ne l'a pas fait avec nos partenaires de la Pitié. On l'a fait avec des centres hospitaliers régionaux. Des centres hospitaliers qui sont environ à 60-90 minutes de Paris, dans le sud et dans l'est de Paris, où là, vraiment, nos collègues nous disaient, eh ben, ma patiente, elle a besoin de tests génétiques parce qu'elle a une histoire lourde. Donc là, on était vraiment dans les indications historiques classiques de tests génétiques. Mais elle est convoquée, donc je te l'envoie à la Pitié, je l'envoie à Gustave Roussy, je l'envoie à Curie. C'est 2 heures de transport, elle est fatiguée, parfois c'est des milieux précaires, des patients d'origine étrangère, eh ben, elle n'ira pas à sa consultation. Donc ces femmes à qui on imposait, entre guillemets, des consultations officielles, loin de chez elles, elles n'étaient pas testées. Et donc là, on a mis en place des circuits de mainstreaming il y a 5 ans, où elles étaient testées sur site, sur place, avec un fonctionnement qui était tout à fait satisfaisant. Et là, on a un enjeu de démocratie sanitaire et d'accès aux soins. Et finalement, et juste pour illustrer ces circuits, pendant la pandémie de Covid, en tout cas pendant les 2 mois du premier confinement, nous, on était complètement fermés. On ne voyait personne. Les tests ont été prescrits malgré tout via le mainstreaming. Et là, on montrait quelques cas où, grâce au mainstreaming, grâce aux tests génétiques, la prise en charge adaptée avait pu avoir lieu. Par exemple, annexectomie prophylactique, mastectomie, grâce aux tests génétiques par l'oncologue ou le gynécologue. Je termine avec des chiffres qui sont tout frais. Au 31 mai 2024, donc là, on avait 1508 patients testés via le mainstreaming. Donc mainstreaming theranostique, c'est en vert, ce par quoi j'ai commencé, theranostique pancréas. Et puis mainstreaming général, c'est en vert avec les centres régionaux. On a un taux de détection qui est pas mal, qui est de 8,7%, qui est un taux de détection assez standard en oncogénétique. Les perspectives, développer les circuits avec des centres partenaires, des centres qui nous adressent du monde, et ben dans le cas du theranostique, voire au-delà, on est en train de regarder s'ils ne pourraient pas prescrire les tests. Je pense que vraiment, ce sur quoi on doit travailler, c'est un renforcement de la formation. Il y a eu, il y a 1 an, une masterclass de la Société française de médecine prédictive et personnalisée d'une journée qui était excellente. Je pense qu'il pourrait être une formation référente. Et puis là, c'est un papier d'une médecin française qui est aux États-Unis à Seattle, qui a mis en place, qui parle du peer coaching, c'est-à-dire qu'on met en place le mainstreaming et vraiment on coach sur le long terme, on continue les prescripteurs mainstreaming avec une demi-heure passée, une fois par mois, à titre individuel, en tête à tête, pour parler de l'oncogénétique de manière générale, faire le point sur l'ensemble des patients et sur des cas particuliers. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui serait facile à mettre en place et sur quoi on va travailler très prochainement. Alors, je remercie l'ensemble des partenaires de l'oncogénétique clinique à PHP Sorbonne, le laboratoire, et puis tous les oncologues, gynécologues et autres qui prescrivent des tests via ces circuits. Et merci pour votre attention.